Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans T'es dans le match chaque lundi. Une demi-heure pour débattre de l'actualité du Stade Brestois 29 avec cette semaine en plateau la présence en chair et en os de Franck Ledors du journal de l'équipe. Salut Franck, comment ça va? Salut Ludo, ça va très bien. Et vous-même? Très bien, tu me fais le plaisir de faire un petit détour par Brest avant de filer à Guingamp, c'est ça? Bah voilà, j'ai quitté ma station de métro, puis j'ai pris l'arrêt Brest. Terminus. Brest même, et puis voilà, je suis descendu, j'ai vu de la lumière, et puis c'est sympa, ouais. Ouais. Également présent en ce lundi, Adrian Préjean, journaliste au Télégramme. Salut Adrian. Salut Ludo, salut à tous, en pleine forme, Et puis vous connaissez le principe, chaque lundi nous recevons un abonné du Télégramme, et cette semaine c'est Alan Cochard qui nous accompagne. Salut Alan. Bonjour Ludo. Sois le bienvenu. Merci. Tu nous viens de Saint-Paul-de-Léon, c'est ça. Joueur au stade Léonard Kresker. C'est ça. Plutôt fin de carrière, tu me disais. On va dire ça comme ça. Entraîneur également. Quelques blessures, seulement entraîneur, oui. Où ça? Au cadet de Plougoum, juste à côté, pendant 4 années, en district. Et tu nous as contacté via la page Facebook. Facebook du Télégramme. Ouais. Télégramme Sport, et tu es là aujourd'hui. Et si comme Alan d'ailleurs vous souhaitez vous aussi venir débattre avec nous autour de ce plateau, vous nous contactez via les différents réseaux sociaux du Télégramme. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec notre première question du jour. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus après la défaite face à Lille? Nouvelle défaite, la 8e déjà en 14 journées pour le Stade Brestois. Messieurs, qu'est-ce qui vous inquiète le plus après cette défaite face à la Lille? Je crois que vous avez pas mal de choses à dire, beaucoup de choses à dire même. Franck, pour commencer. J'ai envie de dire que tout m'inquiète sur ce match-là, ou presque. À commencer par Bizot, qui est pas serein. On enchaîne avec une défense qui, voilà, on l'a dit plusieurs fois sur tous ces derniers matchs à l'extérieur, prend une moyenne de 3 buts par match, donc c'est pas possible. Alors quand c'est pas l'un qui fait une erreur, c'est l'autre. Là, c'est le Cardinal qui était plutôt costaud, enfin, qui montait en puissance, là, qui est complètement passé à côté. On a eu un milieu de terrain qui a quasiment pas existé. Défensivement, ça a été dur. La ligne de 3 offensive, ça a été quasi le néant. Alors, je dirais que le seul qui a un peu existé, c'est un peu dommage pour ce match de Ligue des Champions, c'est Duhé Cajorc, puisqu'il sera suspendu. Donc, à l'arrivée, le tableau est assez noir. Alors, je le noircis un petit peu exprès, mais bon, sur ce match-là, en tous les cas, c'est inquiétant sur pas mal de niveaux. Adrien. Ouais, et puis en fait, le problème de Brest cette saison, je trouve qu'ils ne jouent pas pendant 90 minutes. Alors c'est un des gros problèmes. Ils ont une bonne période au retour des vestiaires, on l'a dit, la réduction du score, pas très loin de l'égalisation. On se dit, putain, Brest peut peut-être renverser enfin un match cette saison, ce qui n'a toujours pas été le cas. Et puis en fait, je trouve qu'ils ont beaucoup dans les temps faibles. En fait, à chaque fois, ça va trop vite, ça va trop loin, et puis ils prennent beaucoup de buts, quoi. Ces temps faibles, ils n'arrivent pas à les gérer. Les temps forts, les temps faibles, je pense que c'est une des grosses sources d'inquiétude cette saison du côté du Stade Brestois, où il manque d'efficacité devant et derrière ça paye cash, toutes les erreurs payent cash, quoi. Alan. Je trouve que défensivement, c'est compliqué. Comme disait Franck, 3 buts par match de moyenne, c'est pas bon pour la Ligue 1, on va dire. Après, offensivement, hormis à joueur, c'est compliqué de pouvoir remonter les ballons et de voir de quoi marquer des buts, mais c'est vrai ça peine quand même, quoi. C'est compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a beaucoup d'irrégularités dans les performances individuelles chez pas mal de joueurs d'une semaine à l'autre, d'un match à l'autre. Ouais. Là, ça a pu être le cas sur un Mathias Pererlage, par exemple, qui avait été très bon à Strasbourg. Là, on l'a presque pas vu. Julien Le Cardinal, on en parlait, très bon à Barcelone, très bon à Strasbourg. Strasbourg aussi, c'était pratiquement les deux meilleurs joueurs et qui sont passés complètement à côté de ce match-là. Oui, bien sûr. Massadio Haïdara, monté en puissance, là, ça a toujours été un petit peu compliqué. Ouais, c'est ça. Et puis l'infirmerie se remplit. Du côté du Stade Brestois, il y a moins de choix. On parlait du milieu de terrain où ils ont un peu moins la balle. Oui, on ne faut pas oublier qu'il y a l'absence d'un Pierre Lesmelou, qu'il faut pas oublier. Ouais, il y a beaucoup de sources d'inquiétude, même si au classement, ils ont toujours 3 points sur la zone de relégation. C'est pas non plus encore catastrophique, évidemment. Faut pas être dans la catastrophe. Mais malheureusement, oui, c'est de plus en plus compliqué cette fin d'année. Alors, sans citer son nom, Éric Roy est également revenu sur la performance de Julien Le Cardinal vendredi soir. On l'écoute. Sincèrement, je pense que tous les joueurs qui ont joué ce soir sont capables de ne pas faire les erreurs qu'ils ont fait ce soir. Voilà. Sincèrement. Je veux dire, à un moment donné, c'est facile de jouer un duel sans ceinturer ton adversaire. C'est facile, si tu n'es pas dans une situation pour lancer, de mettre un grand coup de chausson devant, parce que quand tu es en difficulté et que tu n'es pas dans une bonne situation, tu ne prends pas de risque. C'est facile de gérer une touche. Donc voilà, il y a des choses. Moi, je veux bien.
On pourra toujours dire que, ok, on est affaibli parce qu'on a des blessés. Moi, je ne veux pas chercher d'excuses par rapport à ça. Il y avait 11 joueurs qui ont démarré le match. Il y en a 4 qui sont rentrés. Tous les joueurs qui ont joué ce soir ont les qualités pour ne pas faire les erreurs qu'on a fait ce soir. Donc maintenant, il faut se regarder dans la glace. Il faut analyser tout ça tranquillement, froidement. C'est la réalité du moment. On est une équipe qui est friable et qui est, j'allais dire, très permissive et qui donne beaucoup d'opportunités à nos adversaires sur des fautes que l'on crée nous-mêmes, que l'on fait nous-mêmes. À nous de corriger ça, et je pense qu'à l'avenir, on sera une équipe qui sera à nouveau plus difficile à jouer si on arrive à corriger ces erreurs. Franck, pour le suivre depuis bientôt 2 ans, il met les formes, mais on sent quand même que l'agacement se fait sentir de plus en plus chez Éric Roy. Tout à fait. Je ne sais plus, on le disait, déjà c'est 4 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et sur ces 4 défaites, c'est 4 fois 3 buts encaissés. Donc forcément, 1 fois, 2 fois, 3 fois, en 4 fois, c'est on veut dire la fois de trop, même s'il y en a d'autres de trop avant. Mais en plus, sur des scénarios qu'on connaît. On avait parlé effectivement du match à Montpellier, match Monaco. C'est pas les mêmes matchs, c'est pas les mêmes adversaires. Mais à chaque fois, c'est les mêmes sanctions, les mêmes erreurs. D'entrée, prenez un pénalty, vous prenez un but très rapidement, un deuxième avant la mi-temps, vous courez derrière. Bon. Vous pensez revenir dans le match, peut-être parce que si l'équipe adverse maîtrise un peu, et puis derrière, à l'arrivée, vous perdez. Donc, il met les formes, mais on sentait que là, oui, il était un peu plus énervé. Donc, je pense qu'un peu dans le vestiaire, ça a dû souffler un petit peu plus. Alors, on parlait de Julien Le Cardinal, effectivement, qui est fautif sur les 3 buts. Mais effectivement, il y a d'autres matchs, ça a été d'autres. Hein. C'est oui, déjà tout à fait. Le 7e pénalty concédé en Ligue 1, c'est un tous les 2 matchs. Ils en provoquent beaucoup, mais ils en concèdent énormément aussi. C'est l'équipe où des pénaltys. De toute manière, c'est l'équipe qui joue le plus de duels, le Stade Brestois. Donc forcément, il y en a plus aussi dans les surfaces. Et bon, tantôt c'est pour vous, tantôt c'est contre vous. Et là, effectivement, ça fait plusieurs matchs aussi que vous payez les frais, quoi. Alan, c'est plus le Stade Brestois de la saison passée qui étouffait ses adversaires. Oui, c'est vrai que là, il y a déjà l'infirmerie qui se remplit. Et donc du coup, Éric Roy a moins de possibilités. Et je pense qu'avec la Coupe d'Europe aussi qui vient on sent que l'enchaînement des matchs commence vraiment à peser. Oui, je pense, ouais. Et c'est très compliqué, je pense aussi, de gérer les émotions entre le match de Coupe d'Europe où ils font des bons matchs et revenir à la Ligue 1 où c'est ils retombent dans le championnat avec des équipes qui veulent cogner le Stade Brestois tout simplement. On a souvent loué ici le fait que Éric Roy disposait d'un groupe assez élargi, étoffé, des joueurs qui se valent tous. Franck, tu laissais entendre, je crois que c'était dans le journal d'hier ou de ce week-end, que les remplaçants n'étaient peut-être pas forcément tous au niveau actuellement. C'est vrai que c'est un groupe qui est un peu plus remplumé et homogène que celui de la saison dernière. Mais néanmoins, il reste toujours une base. Même si Éric Roy n'aime pas parler de titulaires ou de remplaçants, etc. Bon, ça, c'est aussi du management, forcément. Mais on sait qu'il y a quand même des joueurs qui se dégagent. Et aujourd'hui, si vous regardez par rapport à la saison dernière, c'est même pas une moitié d'équipe que l'équipe qui a fini 3e. Je parle même pas de ceux qui sont partis. Si vous regardez les blessés sur les derniers matchs, évidemment, des locaux, des Lesmelou, des Lala, etc. Enfin, ça commence à faire beaucoup. Et là, oui, les remplaçants, non, ne valent pas forcément les titulaires. En plus, les remplaçants, au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Ils savent qu'ils vont rentrer sur des matchs peut-être pas les plus glorieux. Donc, c'est aussi un travail aussi psychologique à faire. Et ils sont pas tous forcément aussi costauds. Et se dire, là, je vais pas jouer Barcelone, mais je vais jouer Strasbourg ou Toulouse. Donc ça il y a le mental aussi qui rentre en ligne de compte. Il me semblait qu'en Ligue 1, en plus, le Stade Brestois est l'équipe qui fait le plus de changements d'un match sur l'autre en Ligue 1. Donc il y a aussi peut-être un manque d'automatisme, un manque les joueurs se connaissent pas parfaitement, alors que la saison dernière, ils étaient 14-15, et puis c'était quand même souvent le même 11, la même défense. Ça varie beaucoup aussi en défense. Peut-être que je pense que tout ça rentre en compte. Et Franck l'évoquait, je crois que tu m'en parlais aussi avant l'émission, un Marco Bizot moins impérial cette saison. Peut-être Alan, tiens, ce sujet. Oui, moins impérial, mais après plus sollicité aussi, parce qu'en défense, on a pas mal de lacunes, donc forcément, les erreurs peuvent arriver un peu plus souvent, on va dire, mais c'est vrai que il a moins de forme, la forme est descendue, un peu comme le reste du groupe, en fait, c'est tout le groupe qui redescend, tout simplement, en forme,
Et une attaque, tu le disais aussi, il y a parfois un manque d'aspiration. Bah oui, c'est un tout. Là. Il y a Ludovic Ajor, on en parlait. Ouais, on va en parler dans. Voilà, on en parlera. Ouais. Mais leur meilleur attaquant, le meilleur attaquant de la saison dernière, c'était certainement Romain Del Castillo, et qui a une première partie de saison très compliquée. C'était moyen plus au début. On s'est dit bon, ça va aller crescendo, mais c'est plutôt aller décrescendo. Alors pour des raisons physiques. Et oui, c'est compliqué. Et à chaque fois qu'il est un peu moins bien, en plus, ou même quand on pense qu'il est bien, son entraîneur, sans doute qu'il l'aime beaucoup et qui aime bien, châtie bien, il est extrêmement châtié, le Romain Del Castillo. Alors pareil, il faut qu'il soit aussi costaud psychologiquement, parce qu'il prend pas mal. Tout à l'heure, on parlait de Julien Le Cardinal qui n'était pas cité, mais Romain Del Castillo, lui, est régulièrement cité, et il entend, et son entraîneur n'arrête pas de dire qu'effectivement, il attend beaucoup mieux de lui, même quand il est bon. Il faudrait qu'il soit très bon, quand il est moyen, il faudrait qu'il soit bon, et quand il n'est pas bon, Donc, je caricature un peu, mais c'est vrai que le Romain Del Castillo, c'est compliqué pour lui. Ouais. Allez, avant de passer au débat suivant, on va jeter un œil au classement de cette Ligue 1 après 14 journées avec un tir groupé des clubs de l'Ouest. Brest, 11e avec 16 points devant Rennes et Nantes, 14 points. Nantes, prochain adversaire en championnat, ce sera dimanche à 17h au stade Francis Leblay. En haut du classement, pas de changement dans le trio de tête avec Paris qui mène le bal devant Marseille et Monaco. En bas de classement, Montpellier ferme la marche devant Le Havre et Saint-Etienne. Tiens, un mot rapidement quand même sur le match de dimanche face à Nantes. Bah oui, en plus Nantes vient de se relancer face au Stade Rennais en remportant le derby. Mais on voit un truc, c'est-à-dire que Brest a remporté 3 points sur 15 sur les 5 derniers matchs, et t'es toujours 11e. Alors certes, il t'a plus que 3 points, mais c'est comme il y a une marge, ils ont quand même une petite marge face à ces équipes. Mais oui, face à Nantes, c'est encore un match important, mais pour le moment, face à des équipes qui jouent le maintien à domicile, Brest a fait le plein. Donc bien passé, ouais. Ouais, donc là-dessus, ça n'a jamais été le problème. Et puis les matchs, par contre, les matchs après la Ligue des Champions sont souvent bien négociés. Donc franchement, tous les voyants peuvent être ouverts. Écoute, on verra ça dimanche prochain, Adrian. Allez, tout de suite, place à notre deuxième débat. Comment faire sans Ludovic Ajorc? Suspendu, l'attaquant réunionnais va manquer les 2 prochaines rencontres face au PSV en Ligue des Champions puis face à Nantes en championnat. Pour faire écho à ton article du jour dans le Télégramme, Adrian, peut-être commencer par rappeler quelques chiffres sur l'importance du joueur. C'est le Brestois le plus décisif, toute compétition confondue. C'est le meilleur buteur de Brest aussi en Ligue 1 avec Romain Del Castillo, mais Del Castillo qui marque aussi sur 3 pénaltys. Un très bon passeur. C'est celui qui a remporté le plus de duels aériens en Ligue 1, le 2e en Ligue des Champions, derrière Luc de Jong que Brest va affronter demain soir. Oui, franchement, c'est le seul élément offensif incontournable cette saison en Ligue 1. Il a bien remplacé Steve. Moi, je trouve qu'il apporte aussi un truc en plus, au-delà de son jeu de tête évidemment dans les pieds, son abatteur, c'est lui qui lance le pressing, il a énormément, il se donne beaucoup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il reçoit un peu trop de cartons jaunes, c'est pour ça qu'il va être suspendu contre le PSV et Nantes, mais oui, pour moi il est incontournable cette saison. Alan, je m'adresse à l'ancien entraîneur. C'est aussi le premier défenseur, celui qui vient gêner les relances adverses. Ludovic Ajorc, il est, par rapport à Steve Mounier, je trouve qu'il défend beaucoup plus. Il a les mêmes caractéristiques que Mounier dans les airs, mais au pied, il est beaucoup plus intéressant au pied. Et défensivement, il prend beaucoup de cartons, puisque il défend comme un attaquant, mais au moins il fait le job, en tout cas défensif. C'est le premier défenseur, clairement. On le voit souvent revenir sur les latéraux adverses qui montent. Il vient essayer d'empêcher cette première ligne. Franck, pour revenir à la question, comment faire sans lui? C'est toute une attaque qui est un peu à repenser. J'ai bien une idée, c'est essayer de se faire prêter Steve Mounier pour la semaine, lui qui joue très peu en Allemagne. Il joue très peu. Bon, mais j'ai peur que ça soit compliqué. On parlait, c'est un peu le même profil, avec des différences évidemment. Comment faire sans lui? C'est arrivé, je regardais, en Ligue des Champions, il était titulaire à chaque fois. En revanche, en championnat, il n'a pas commencé 3 matchs. Une fois, il n'était même pas passé à Montpellier. Les 2 autres fois, il est rentré en jeu. Sur les 3 fois, la première fois contre Toulouse, Eric Roy avait changé de système avec 2 attaquants. C'est la seule fois de la saison où il a joué avec 2 attaquants. C'était Salah et Baldé, et les autres fois, c'était Baldé. Donc, il y a un nom comme ça qui semble se... Vous avez, alors pour le remplacer, du coup, un nom.
Sima Baldé Sima ou Baldé, oui. Voilà. Adrien. Pour le moment, moi je serais plus Mama Baldé dans le sens où il a déjà utilisé dans cette position axiale Eric Roy. Abdallah Sima, il peut faire aussi beaucoup de bien sur les ailes avec sa puissance, le fait et sa vitesse et sa faculté de percussion. Mais malheureusement, oui, de toute façon, ce sera pas le même apport. Il faudra quand même que Brest joue différemment. Et Alan? Moi, je pense que Baldé aussi dans l'axe, je pense que c'est un peu plus compliqué défensivement sur le côté pour Baldé. Je pense que Sima fera plus l'effort défensif et Sima fera aussi cette profondeur sur le côté qui est intéressante, sachant qu'il a une bonne patte aussi. Moi je serais plus pour mettre Baldé dans l'axe et Sima sur un côté. Alors la question sera forcément abordée en conférence de presse d'avant-match tout à l'heure. Est-ce qu'on peut imaginer un changement de système de jeu en 4-4-2 ou alors aujourd'hui ils ont trop de repères sur le système actuel? On discutait ensemble, on n'y croit pas trop. Il a déjà changé de système depuis 2 matchs, c'est un vrai 4-2-3-1. Il avait fait très ponctuellement, mais de mémoire, je n'ai pas souvenir qu'il ait fait 2 matchs d'affilée. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il aime bien se projeter sur plusieurs matchs, concevoir ses équipes, même si là c'est très compliqué vu les blessés. Mais peut-être aussi qu'il avait dans cette optique ce match de Ligue des Champions, puisque ils ont joué Lille en 4-3-3 et le PSV devrait jouer dans ce système-là. Donc c'est possible qu'il reste dans ce 4-2-3-1, surtout qu'il y a les absences qu'on connaît au milieu avec Lesmelou, Martin notamment. Après, Baldé n'a pas du tout le même profil. On ne va pas jouer en déviation. Peut-être beaucoup moins de long ballon également aussi. C'est pas du tout le même profil. C'est peut-être aussi pour ça qu'avoir un meneur de jeu, je pense que ce sera Cameroun Domia parce que Romain Fèvre est encore absent. Poser un peu plus le ballon, avoir ce lien justement entre le milieu et l'attaque et peut-être jouer plus balle au pied, quoi. Enfin voilà, tout bonnement et moins mettre des longs ballons comme Brest peut parfois le faire. Ça peut être une idée. Et à part moi, ce que j'ai entendu, c'est que le PSG, on peut peut-être faire mal à cette équipe. Brest peut faire mal à cette équipe justement sur les ailes, sur les côtés, en transition rapide. Donc ça peut être une solution. Et de toute façon, comme disait Franck, il n'y a pas d'autre profil, il n'y a pas d'ancrage offensif actuellement dans l'effectif du Stade brestois pour pallier cette absence. Donc il faut bien réfléchir à faire évoluer le jeu du Stade brestois. Alan, tu me disais que tu avais regardé le résumé de la rencontre. Oui, j'ai regardé le résumé du PSV Shakhtar tu avais noté des failles, toi, dans la défense centrale. Ouais. C'est vite dit, mais je trouvais que défensivement, ils étaient assez lents dans l'axe. Et peut-être de mettre de la vitesse avec Baldé, ça pourrait peut-être aider, trouver la profondeur entre les deux axiaux. Après, oui, sur les côtés aussi, sur les ailes, il y a sûrement de la possibilité. Je pense qu'ils ne sont pas... Mais par contre, ça reste une grosse équipe, mais au milieu de terrain et devant. Mais c'est vrai que derrière, peut-être un coup à jouer, quoi. Mais déjà bien défendre pour pouvoir attaquer. Tout ça, ça reste de la science-fiction. La réponse, ça sera demain à 1h du coup d'envoi de la rencontre face au PSV Eindhoven, dont on reparle tout de suite dans notre 3e et dernier débat du jour. Avec cette question, comment résister à la meilleure attaque d'Europe? Le PSV qui a inscrit la bagatelle de 56 buts en 15 rencontres de championnat et qui survole l'Eredivisie avec 14 victoires pour seulement une défaite. Équipe prolifique également en Ligue des Champions avec 10 buts inscrits en 5 rencontres. Messieurs, c'est du lourd qui s'annonce demain mardi. Est-ce qu'on minimise un peu trop la valeur de cette équipe? J'imagine, peut-être un peu, oui. Alors l'année dernière, j'ai regardé, c'était 111 buts aussi, dans l'intégralité du championnat. 111 buts en... je me permets d'interrompre, c'est aussi 111 buts sur l'année civile. Oui. J'ai vu passer ça sur le site du PSV et donc ils ont battu leur propre record. Je ne sais pas si c'est le record des Pays-Bas parce qu'il y a eu des années avec l'Ajax, certainement ça a dû aller très très haut aussi. Et il reste 4 matchs, donc ils vont aller sans doute à plus de 120 buts sur l'année civile. Donc c'est quelque chose d'assez phénoménal. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc c'est vraiment la meilleure équipe néerlandaise depuis l'arrivée de Peter Bosz. Ça va être un peu très compliqué pour le Stade brestois. Faut pas minimiser. Peut-être que quand le tirage était tombé, c'était peut-être l'adversaire le plus difficile à apprécier parce qu'il y avait les mastodontes avec Leverkusen, le Real Barcelone, les équipes, on va dire, un peu plus à la portée du Stade brestois. Cette équipe est peut-être un peu entre deux, mais cette équipe est plus proche pour moi du Bayer Leverkusen et des mastodontes que les équipes, on va dire, à la portée du Stade brestois. Mais ça reste, quoi qu'il arrive, un grand nom d'Europe, quand même. Vainqueur de la C1 en 88. Je crois c'est plus de 400 matchs sur la scène européenne. Oui, c'est 25 titres de champion des Pays-Bas. Quand on pense toujours à l'Ajax, voire parfois au Feyenoord, c'est des noms qui reviennent peut-être un petit peu avant le PSV, mais c'est le deuxième gros club néerlandais qui était un très très gros football. Et puis le Peter Bosz, donc, qui est revenu depuis la saison dernière. S'il
n'a pas laissé de très grands souvenirs en France, surtout du côté de Lyon. Là, il vit pratiquement à 60 ans. La vie d'un entraîneur, elle est relativement courte. Hein. Oui, puis bon, même dans le jeu, il ne se passait pas grand-chose. Après, il n'a pas réussi à imprimer ses principes de jeu. Voilà. Aujourd'hui, ses principes, c'est pressing haut, beaucoup d'intensité. Oui, comme un 4-3-3, je veux dire, à la néerlandaise, un peu le foot néerlandais, un peu d'antan, mais effectivement, beaucoup d'intensité, de rythme, beaucoup de joueurs qui se projettent. Et ce qui est intéressant aussi, on parlait de ces 156 buts ou ces 111 buts, enfin on ne sait plus quel chiffre prendre. Leur meilleur buteur, Ricardo Pepi, l'attaquant américain, il est remplaçant en fait dans le 10-11 buts en championnat. Voilà, il est deuxième meilleur buteur à 10 buts, mais en fait c'est le remplaçant de De Jong. C'est même pas, et De Jong a beaucoup moins de buts. Et on se rend compte, je crois que j'ai calculé, il y a 14 buteurs différents en championnat. Vous en rajoutez un 15e, si vous avez un but de Ligue des Champions. Vous avez 15, donc quand on dit que c'est un lieu commun, que le danger peut venir de partout, chez eux, c'est vrai. C'est pas De Jong qui marque 30 buts par saison, pas du tout. 34 ans maintenant, De Jong. Oui, mais vraiment, ça vient de partout là. C'est ça, à mon avis, qui va être compliqué à gérer aussi. À négocier. Tu me disais, Alan, mélange d'expérience, de jeunesse, ils ont des quelques talents. anciens comme De Jong, comme Karsdorp aussi, le latéral là, qui a eu joué à la Roma. Ils ont, oui, quelques joueurs d'expérience qui ont connu la Ligue des Champions, les Coupes d'Europe, notamment avec Séville pour De Jong et Barcelone. Et à côté de ça, ils ont un grand vivier du centre de formation, donc les jeunes du PSV qui arrivent en équipe première à l'âge de 20 ans, 21 ans, et qui viennent rejoindre cette équipe du PSV, quoi, expérimentée. Je ne sais pas si vous avez regardé le résumé du match de ce week-end face à Twente. Avec le score de 6 buts à 1. Il ne va pas falloir que la défense brestoise, on en revient à notre débat d'avant, fasse les mêmes erreurs, autant de cadeaux à cette équipe du PSV. Non, parce qu'autour de Luc de Jong, il y a quand même un Noah Lang qui était comme un joueur très très prometteur à Bruges. Ouais. Bon, il s'est peut-être un peu perdu, mais il a quand même que 25 ans et c'est une pépite aussi belge avec Bakayoko. Bakayoko à droite, qui est un des grands espoirs belges. Ouais. Un grand espoir, enfin, on va dire, sur le papier, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, des fois, peut-être que le Stade Brestois, avec ses 10 points, on pensait. Mais le Stade Brestois reste un petit poussé dans cette compétition. Des fois, il faut le rappeler. Et que le PSV, voilà, est ultra favori. Ils ont un gros milieu. Après, ils avaient deux absents, je crois, au milieu de terrain, avec Schouten et Verman. Donc, on voit s'ils sont là. Mais soit ils ont un milieu très dense aussi. Et puis, même derrière, au final, Walter Benitez, il fait encore des exploits. L'ancien portier niçois, apparemment, est toujours à un très haut niveau. Donc, ça paye pas de mine sur le papier comme ça. C'est pas des noms forcément. Mais c'est l'équipe qui va se qualifier, qui est là tout le temps, Ligue des Champions. Qui a fait nul à Paris, même s'ils avaient été dominés. Oui, bien sûr. Qui bat le Shakhtar en fin de rencontre. Qui a perdu de peu contre. Qui était né 2-0 la 86e. Donc c'est une équipe, voilà, on sent que voilà, ça peut arriver de partout, ça peut marquer à tout moment. Oui, comme on disait, la moindre erreur là peut. Au niveau du PSV, ils sous-estiment pas le Stade Brestois dans le sens où ils avaient mis les deux centraux au repos le week-end dernier contre Twente. Boscagli et Flamingo, je crois, étaient sur le banc. Ouais. Donc peut-être aussi qu'ils veulent vraiment avoir toutes les chances de leur côté et voilà, et venir chercher une victoire à Guingamp. Alors on évoquait à l'instant le chantier de l'animation offensive, comment faire sans Ludovic Ajorc. C'est la même chose en défense. Eric Roy, il va devoir bricoler. Alors, on se dirige vers quoi, de gauche à droite. On n'est pas très sûr d'avoir Aïdara. Aïdara, Brandon Chardonnay. Et après Julien Le Cardinal, normalement, parce que Soumaïla Koulibaly est absent. En fait, c'est plus sur le poste de latéral droit, la vraie question. Alors, du coup, à l'entraînement, Kenny Lala s'entraînait à part. Aujourd'hui, lundi. Voilà, aujourd'hui, lundi. C'est-à-dire que Luc Zogbé n'est pas sur la liste de Ligue des Champions, donc il ne peut pas être dans le groupe. Donc ça peut être soit un Kenny Lala s'il revient miraculeusement, ou un Edimilson Fernandez qui peut reculer. Je pense que effectivement, c'est la solution a priori. La plus raisonnable, même si ça enlèverait une solution milieu de terrain qui est aussi un peu déplumée. Mais, nos confrères du Ouest France évoquaient éventuellement une solution avec le Cardinal à droite et le Cardinal a joué à droite dans l'axe. Mais le Cardinal ne veut pas jouer à droite. Alors, c'est pas une fois que vous avez dit ça, l'entraîneur peut très bien le faire jouer. Il a déjà joué, mais il a notamment voulu quitter Lens aussi pour ça, parce qu'il était utilisé dans le couloir. Donc il veut, et clairement, il a été pris pour être l'un des 4 centraux de la saison. Et en plus, il s'affirme. Bon, évidemment, il y a eu le match de Lille, mais sinon, c'est plutôt bon ce qu'il fait. Et ils en étaient déjà satisfaits l'année dernière. Donc je ne vois pas, parce que le problème de le mettre à droite, c'est-à-dire que vous changez, vous rentrez
Ndiaye, donc là, c'est plus compliqué. À mon avis, mieux vaut mettre Edmilson Fernandez, qui est en train de s'imposer latéral droit avec l'équipe nationale de Suisse. On sait que c'est quelqu'un de très polyvalent, qui a déjà joué côté droit, couloir, un peu partout. Et les 2 derniers matchs de l'équipe nationale de Suisse, notamment quand il y avait un match contre l'Espagne, il était titulaire à ce poste-là. Donc, bon. Puis l'expérience fera pas de mal. Abdoulaye Ndiaye est vraiment inexpérimenté, face à un Luc de Jong. Voilà, on va pas le répéter, mais c'est bien de l'expérience aussi en défense. Et ce sera le mot de la fin, messieurs. Je vous laisse filer dire à Guingamp pour la conf de presse d'avant-match. Franck, merci d'avoir fait un détour par nos studios. Mais avec plaisir. Merci Adrien, brillant comme toujours. On essaye. Et puis merci également à Alan. Bon retour du côté de Saint-Paul quant à nous. Merci. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau T'es dans le match. Excellente semaine à toutes et à tous. Salut.